Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être un book haul. Ce book haul, il date. J'ai accumulé un peu de livres en achetant petit à petit. Et j'en ai pas eu le temps de vous le présenter. Sûrement, vous allez voir cette vidéo beaucoup plus longtemps que toutes les autres. J'ai pris beaucoup de retard parce que toutes les vidéos que vous avez déjà vues ou avant celle-ci, c'était des vidéos pré-filmées. Et environ un mois, je ne filmais rien du tout parce que on déménageait. Et oui, vous voyez la nouvelle ambiance. Donc on est dans notre nouveau chez nous. Donc aujourd'hui ça va être un plutôt big book haul, pas super big hein, mais book haul quand même assez grand. Donc il y aura un tout petit peu de tout et je vais commencer par Stefan Zweig, La pitié dangereuse ou l'impatience du cœur, traduction d'Alzire Ella, comme toujours. Donc, comme toujours, je vais vous proposer la lecture des résumés, donc des quatrièmes de couverture. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez toujours passer à une lecture suivante en sélectionnant les chapitres en dessous de cette vidéo. Et pensez également, quand vous allez en dessous de cette vidéo, de liker cette vidéo et de vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Donc, ce livre il contient environ 500 pages. Il est assez dense. Hein. Aux éditions Livre de poche, donc en 1913, dans une petite ville de garnison autrichienne, Anton Hofmiller, jeune officier de cavalerie, est convié à dîner chez le riche Kekesfalva. Au cours de la soirée, il invite la fille de son hôte à danser, ignorant qu'elle est paralysée. Désireux de réparer sa maladresse, Anton accumule les faux pas qu'il attribue à ce que Stefan Zweig appelle l'impatience du cœur. Les personnages du seul roman que Zweig ait achevé sont les spectateurs hébétés de leur tragédie, symbole d'une civilisation décadente mais incapable de résister à l'ivresse d'une dernière valse. La prose de Stefan Zweig, brillante et raffinée comme le vestige de ce monde englouti par la folie du XXe siècle. Une histoire d'amour déchirante où la fatalité aveugle ce qu'elle veut perdre. Voilà. Très intéressant. Et je pense assez bouleversant. Ensuite, nous avons Stéphane Alix. Comme je vous ai déjà dit, ça va être complètement différent. Donc je prends les livres comme ils viennent. La mort n'est pas une terre étrangère. La vie après la mort, la première enquête. Donc, voilà. Aux éditions Livres de poche. Ici, nous ne sommes pas très... Un peu plus de 300 pages et ça va, c'est assez espacé, aéré. Donc reporter de guerre pendant plus de 15 ans, Stéphane Alix a brusquement changé de voie après un événement bouleversant, la mort de son frère, au printemps 2001. Depuis, il n'a cessé d'explorer les mystères de la conscience et de la mort. Dans cet ouvrage, il nous entraîne aux 4 coins du monde, à la recherche de témoignages rencontrant les médecins, des chercheurs, des médiums, des lamas tibétains ou des chamans de la forêt amazonienne. Il dresse ici le tableau des connaissances actuelles sur la mort pour aborder de façon originale et innovatrice cette question éternelle: y a-t-il une vie après la vie? Une enquête accomplie avec un acharnement et une honnêteté rare, un livre remarquable qui offre un moyen de vaincre la peur et l'ignorance, par Bernard Werber et Lavie Patrice Van Yersel. Stéphane Alix appartient à une nouvelle génération d'explorateurs de la conscience, et enfin Thierry Janssen, l'aventure qu'il nous propose est haletante et passionnante. Nous en sortons grandis. C'est toujours très intéressant ce qu'il écrit, donc à découvrir. Et encore un livre de Stéphane Alix que j'ai pris, c'est un après. On verra si je vais quand même refaire la collection, puisque j'avais un livre de lui qui s'appelait Le Test, que j'ai revendu. Après j'ai regretté, mais enfin bon, on va voir, parce que ce ne sont pas des livres pour moi en tout cas que je relirai, mais qui ont l'air tout simplement sympathiques. Pareil, livre de poche, donc on est à 327 pages. Plus d'un quart des personnes en deuil font l'expérience de formes diverses, de communication spontanée après la mort d'un proche. Signes, messages, apparitions. Il ne s'agit pas d'anecdotes rares ou suspectes, mais d'une réalité quotidienne et indiscutable vécue par plus de 200 000 personnes par an, rien qu'en France. Il n'est pas possible de réduire une telle quantité de témoignages à de simples hallucinations. Après le test, ces récits constituent une nouvelle preuve que la vie se poursuit après la mort. Les écouter permet de comprendre quelle forme prendra cette existence, où se trouvent nos proches défunts,
Que font-ils? Qu'advient-il au moment de la mort? Peut-on s'y préparer? Il est désormais possible de répondre à ces interrogations pressantes. À travers ces incroyables témoignages, je vous propose de découvrir ce qu'il advient après. On demande des preuves, elles sont devant nos yeux. Stéphane Alix. Et donc, femme actuelle qui laisse son avis, les témoignages d'expériences époustouflantes qui opèrent une percée lumineuse dans le brouillard de nos questionnements fondamentaux. Ensuite, j'ai pris le journal d'Anne Frank. J'avais envie de le découvrir parce que je vous ai présenté précédemment tout l'énigme sur l'existence d'Anne Frank, de son journal. Et là, ben, je vais lire ça avant. Donc, livre de poche. Et nous sommes ici à 300, pas loin de 340 pages. Et c'est très, très dense. Donc, je vais pouvoir... Alors, le journal d'Anne Frank, édition mise à jour, alors c'est qui? Qui c'est qui a écrit ça? Ben, c'est pas marqué. Le Anne Frank Fund et UNICEF sont partenaires pour protéger les enfants dans le monde. Oui, ben, il n'y a pas d'auteur. C'est juste... oui, c'est son journal, en fait. Oui, c'est normal. Ah oui, quand même. Édité par Myriam Pressler. Traduit de néerlandais par Isabelle Rosselin et Philippe Noble. Texte complémentaire traduit de l'anglais par Claire Desserret. Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses comme je n'ai encore pu le faire à personne. J'espère que tu me seras d'un grand soutien. En 1942, Anne Frank a 13 ans. Elle vit heureuse à Amsterdam avec sa sœur Margot et ses parents malgré la guerre. En juillet, ils s'installent clandestinement dans l'annexe de l'immeuble du 263 Prinsengracht. En 1944, ils sont arrêtés sur dénonciation. Anne est déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen où elle meurt du typhus au début de 1945, peu après sa sœur. Son journal qu'elle a tenu du 12 juin 1942 au 1er août 1944 est un des témoignages les plus bouleversants qui nous soient parvenus. Désolée. Est un des témoignages les plus bouleversants qui nous soient parvenus sur la vie quotidienne d'une famille juive sous le joug nazi. Depuis la première publication de ce journal aux Pays-Bas en 1947, la voix de cette jeune fille, pleine d'espoir, hante des millions de lecteurs dans le monde entier. Une bien triste histoire, mais ça va être intéressant de connaître davantage. Donc ici, nous avons Folio policier, donc Jörn Lierhorst, une enquête de William Wisting, le code de Katharina. Et donc ici, nous avons pris Petrona 2019 du meilleur roman policier scandinave. Nous sommes ici pas loin de 440 pages, donc traduit du norvégien par Céline Roman-Monnier. Cela fait 24 ans que Katharina Hagen a disparu. Depuis, Wisting explore obstinément les archives de ce dossier non élucidé. Et personne n'a jamais pu déchiffrer ce qu'on appelle le code de Katharina, des chiffres, des lignes et une croix que la jeune femme avait griffonnées sur une feuille trouvée dans sa cuisine. L'ouverture d'une seconde enquête sur son mari, Martin, suspecté d'avoir jadis participé à un enlèvement, fait surgir de nouvelles pistes. Mais Wisting sera-t-il capable d'arracher des aveux à un homme qui est depuis devenu son ami? Un petit peu sur l'auteur, Jörn Lierhorst, né en 1970, est un ancien officier de police. Les enquêtes de William Wisting, traduites en 26 langues, ont fait de lui un des auteurs les plus populaires de Scandinavie, avec plus de 2,5 millions de livres vendus. Une adaptation en série TV et de nombreux prix à la clé, le Glaskey, le Martin Beck Award ou encore le Swedish Academy of Crime Writers Award. Franchement, ça m'a donné envie, encore une nouvelle fois, feuille, papier, crayon, journal, bloc-notes, voilà, c'est tout moi. Ensuite, donc j'ai complété ma collection de Bourbon Kid, voilà, il y en a 3. Je vais vous donner tous les détails, on va prendre dans le désordre, je pense. L'œil de la lune, c'était assez compliqué de me les procurer parce qu'à chaque fois, ils étaient en rupture de stock. On est un peu plus à 500 pages. Le livre est arrivé abîmé et on le voit bien. Donc, livre de poche. Personne n'a oublié le Bourbon Kid. Mystérieux tueur en série aux innombrables victimes. Ni les lecteurs du livre sans nom,
ni les habitants de Santa Mondega, l'étrange cité d'Amérique du Sud où dorment des terribles secrets. Alors que la ville s'apprête à fêter Halloween, le Bourbon Kid devient la proie d'une brigade très spéciale. Une proie qu'il ne faut pas rater sous peine d'une impitoyable vengeance. Si vous ajoutez à cela la disparition de la momie du musée municipal et le kidnapping d'un patient très particulier de l'hôpital psychiatrique, vous comprendrez que la nuit d'Halloween à Santa Mondega risque cette année de marquer les esprits. Avec l'œil de la lune, l'auteur du livre sans nom, toujours aussi anonyme et déjanté, revient sur les lieux du crime et poursuit cette saga survoltée et jubilatoire. Une série culte à la Tarantino. Donc, c'est un anonyme, comme vous avez déjà compris, il n'a pas de nom, cet auteur. Encore son livre, donc Bourbon Kid. Tous ces bouquins sont quasiment à 500 et 600 pages, donc on n'est pas loin de 600 pages ici. Imaginez que vous décidez un jour de percer le secret des Dead Hunters, impitoyable confrérie de justiciers sanguinaires installés dans le cimetière du diable. Et pendant que vous y êtes, d'éliminer le serial killer le plus insaisissable de tous les temps, le Bourbon Kid. Peut-être y réfléchiriez-vous à 2 fois. Lui non. Son nom est Caïn. Et c'est avec une allégresse presque contagieuse qu'il va s'atteler à la tâche. On lui souhaite bien du courage. Donc on a ici la vie de Valérie Gans, Figaro Madame. La série atteint ici son apogée en poussant encore plus loin les curseurs à consommer sans modération. Image à série de Le Monde des Livres, depuis le formidable livre sans nom, ça défouraille sec. J'adore ces couvertures, elles sont très très sombres, voire sobres, très très sobres, voire sombres, noires, et qui m'attirent particulièrement. Et enfin, le dernier de cet auteur, Psycho Killer, donc que j'ai acquis, celui-ci le plus fin, on est environ à 400 pages, même pas. Donc tout semble paisible à Be Movie Hell, 3672 âmes, jusqu'à ce qu'un individu masqué d'un crâne surmonté d'une crête rouge se mette à assassiner très tranquillement certains habitants de la ville. Le FBI confie l'affaire à Melina Fonseca et Jack Munson, dit le Phantom, 2 spécialistes des opérations clandestines. Mais bientôt des liens apparaissent entre cette terrifiante série de meurtres et un projet trop secret du département d'État. Les habitants de Be Hell sont bien résolus à mettre fin eux-mêmes et sans l'aide de personne à cette situation cauchemardesque. Un thriller drôle et saignant bourré de références pop et cinématographiques, hommage aux séries B et films d'horreur par le créateur de Bourbon Kid, le livre sans nom, la lune, le cimetière du diable. Donc VSD, magazine qui commande son meilleur cocktail épatant de western vampirique, de magie noire et de polar sexy. Voilà, il me reste plus que 3 livres à vous présenter. Donc j'ai pris celui-ci aussi, je ne sais pas, j'étais tentée par la couverture et donc je l'ai pris. Machine à écrire, feuille, papier, bloc-notes, journal, c'est tout moi. Je me répète, je sais. Donc de S.T. Blake, Gabriel Paulsen, numéro 1, donc c'est le tome 1, l'illusionniste. Je ne sais pas si c'est une, oui, sûrement ça va être une saga, mais on verra comment ça va se goupiller. C'est pas vraiment du brochet, c'est entre les deux, c'est semi-poche, semi-brochet plutôt que semi-proche, semi-poche. Non, c'est pas semi-proche, mais voilà. Donc ici, jolie couverture hein, de Lionel Hutz. Et donc ici, 1998. Attendez, je vous ai pas donné le nombre de pages. Je crois que c'est pas énorme hein, au niveau de... On est en même pas 340 pages. 1998. Les îles Blanches, archipel entre le Royaume-Uni et la Scandinavie. Gabriel Paulsen, débauché, notoire et écrivain sur le déclin, a du mal à retrouver sa modeste gloire passée. Jusqu'au jour où il subtilise un journal mystérieux datant du 19e siècle. Dans ses mémoires, il croit enfin tenir sa chance de relancer sa carrière. Mais c'est sans compter sur sa rencontre avec 3 jeunes chasseurs de fantômes stars du petit écran qui l'invitent sur le tournage d'un reportage au sujet d'un crime atroce. Rapidement, les événements échappent à tout contrôle, les meurtres s'enchaînent et Gabriel découvre de terrifiantes
similitude entre la réalité et le journal dérobé. Encore le journal. Cette fois, il est peut-être allé trop loin, car ce n'est plus seulement sa carrière qui est menacée, mais sa vie et celle de ses équipiers. Voilà, ça a l'air sympathique. Et puis, quelque chose d'un peu plus classique que j'ai pris, c'est Carole Martinez, Le cœur cousu. J'en ai entendu tellement parler de cœur cousu. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas donné l'éditeur de... Ah bah, en fait, c'est elle-même. C'est Sarah Blake. Ok. Bon, et ici, on est chez Folio, donc le cœur cousu. J'en ai entendu tellement parler de cette histoire de cœur cousu en Espagne qui se passait de génération en génération entre les femmes. Et ça m'a donné trop envie de découvrir, même si je ne suis pas très fan des auteurs espagnols. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas avec moi. Mais j'avais envie de découvrir ces histoires et c'est très très dense quand même comme lecture. Mais j'espère que ça va me plaire. On n'est pas loin de 440 pages. Donc, dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse. Frasquita y découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime les chiffons, coud les êtres ensemble, reprise les hommes effilochés. Mais ce talent lui donne vite une réputation de magicienne ou de sorcière. Jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coq, elle est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang. Elle traîne avec elle sa caravane d'enfants, eux aussi pourvus ou accablés de dons surnaturels. Carole Martinez construit son roman en forme de conte. Les scènes cruelles ou cocasses témoignent du bonheur d'imaginer. Le merveilleux ici n'est jamais forcé, il s'inscrit naturellement dans le cycle de la vie. À découvrir, et puis enfin j'ai pris celui-ci, je ne savais pas qu'il était dans ce format, si petit. Donc l'indispensable des nœuds dans votre poche. Je ne sais pas, j'avais trop envie de connaître les nœuds, et j'ai pris. Donc c'est un tout petit livre aux éditions First Edition. Donc que ce soit pour faire ses lacets, ranger sa cravate ou ranger un cordon électrique, on a toujours besoin d'un nœud. C'est vrai. Pour réaliser vite et bien les nœuds indispensables, boucles, nœuds vestimentaires et nœuds de rangement, suivez nos conseils pratiques et schémas explicatifs qui vous guideront pas à pas. En randonnée, à la pêche, devant votre miroir ou dans votre cuisine, les nœuds n'auront plus de secret pour vous. Donc, Graham McLachlan est le président de l'IGEKETA, section française de la Guide internationale des faiseurs de nœuds. Il organise régulièrement des conférences et des ateliers sur les nœuds. Nous sommes ici à 160 pages. Et là, vous avez des nœuds divers. Nœuds d'aiguille, nœuds d'ajou en 8, nœuds d'anguille, nœuds de barreau, de bosse, de botteleuse, de cabestan, de capucin, de cargue-fond, de carrique, etc. Enfin bon, il y a un paquet de nœuds. Voilà à peu près comment ça se présente. Donc, quelques images explicatives ainsi que le texte juste à côté. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un peu d'histoire à quoi servent ces nœuds. Voilà, bah, écoutez, c'est super sympa, j'avais trop hâte de découvrir ce petit livre également. Donc voilà, c'était tout pour mon petit book haul, petit ou grand, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Il a quand même duré 21 minutes, et il faut savoir que je vais diminuer la vidéo sûrement avec le montage. Je pense qu'il y aura une quinzaine de minutes, donc c'est tout à fait correct, on va dire. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je m'excuse d'avance si la vidéo était un petit peu décousue, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas pris de caméra suite à un autre déménagement. Et du coup, il faut un petit peu de temps pour que je me réhabitue à filmer de nouveau. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bonne lecture.